Madame, Monsieur, merci d'être avec nous pour cette émission Place Publique spéciale européenne. Les citoyens des 27 États membres de l'Union sont appelés entre le 23 et le 26 mai prochain ils sont appelés aux urnes pour renouveler le Parlement européen. Pour la France métropolitaine, ce scrutin aura lieu le dimanche 26 et pas moins de 33 listes vont devoir se départager. Ce sera le premier scrutin après les dernières élections législatives et la campagne montre que cela va avoir valeur de test pour Emmanuel Macron, même si l'enjeu, c'est la composition du Parlement européen qui se veut le cœur de la démocratie dans l'Union européenne. Pour nous éclairer sur ces enjeux, avec Alexandre Poplavski de Vosges Matin, nous recevons sur ce plateau Gilles Bilot pour la liste Europe Écologie Les Verts. Face à vous, Francis Pizias, la France Insoumise, Stéphane Viry pour les Républicains, David Méloni pour La République En Marche et le MoDem, et Sébastien Imbert pour le Rassemblement National. Alors, ce scrutin qui a lieu tous les 5 ans est d'abord l'occasion d'un bilan. Lors de la mandature 2014-2019 qui vient de s'écouler, quelle action, quelles mesures mises en œuvre par l'Europe vous a-t-elle fait davantage croire en l'Europe, ou à l'inverse, quelle est celle qui vous en aurait détourné? Je pose évidemment cette première question à Gilles Bilot. Eh bien, si je devais retenir qu'une seule action favorable au niveau de l'Europe, qui me fait croire en l'Europe, c'est le vote au Parlement européen pour l'interdiction de la pêche électrique en haute mer. Donc c'est un vote qui est symptomatique, de ce qu'on peut faire quand on agit correctement au sein du Parlement européen. Et c'est l'objet de la prochaine élection. Et sincèrement, ce vote est très très important, même si du fond des Vosges, on ne s'en rend pas vraiment compte. Et à l'inverse, il y en a une qui vous a peut-être fait croire moins en l'Europe? Alors, ce qui me fait moins croire en l'Europe, c'est un peu les actions et les négociations que mène la Commission européenne au niveau des traités internationaux. Je pense au TAFTA, au CETA. Donc, voilà. D'accord. Fabrice Pizias? Oui, donc moi, ce qui m'a détourné de l'Europe, ça commençait mal, c'était donc le référendum de 2005, quand les Français ont dit non à la Constitution européenne, et que M. Sarkozy l'a ratifié dans le dos des Français, en fait. Donc ça, c'est la première raison du désamour des Français pour l'Europe, à mon avis. Et puis, comment voulez-vous que les Français croient en l'Europe si leur avis n'est pas respecté? C'est un peu comme le Brexit. Il y a 3 ou 4 ans, ils ont voté pour sortir de l'Europe. Tout est fait pour freiner. On voit actuellement que ils vont même voter pour les élections européennes, alors que dans 5 mois, ils vont certainement s'en retirer, quoi. Donc c'est un peu rocambolesque. Et à contrario, vous auriez aussi quelque chose qui vous fait croire en cette Europe? Visiblement, c'est difficile. Oui, j'ai pas vraiment cherché parce que j'avais parlé. Il y a la pêche électrique, mais j'en parle plus tard quand on déroulera plus tard. D'accord. Qui était donc initié par Younous Omarjee, qui est donc un élu eurodéputé affilié à la France Insoumise. D'accord. Voilà. Okay. Stéphane Viry, monsieur le député. C'est déjà bien qu'on replace ce scrutin à l'aube de son enjeu, à savoir ce qui va se passer le 26 mai. Ce n'est pas un sondage à ciel ouvert sur la popularité d'Emmanuel Macron, ce n'est pas un référendum pour ou contre le gouvernement. L'Europe n'a jamais été autant décriée, l'Europe n'a jamais été autant en difficulté, et néanmoins je suis de ceux qui considèrent avec ma famille politique que l'Europe est une nécessité pour la France. Donc c'est important qu'on puisse nous en parler ce soir. Force est de constater que ces 5 dernières années, peut-être qu'il y a eu une forme d'opacité, de tâtonnement en Europe, avec des poussées identitaires, avec des interrogations. Il n'en demeure pas moins que quand on reprend les textes, on s'aperçoit que le Parlement européen et plus généralement les institutions européennes ont su prendre des décisions relatives aux flux migratoires et à la lutte contre le terrorisme. Ça ne va pas assez loin, mais on ne peut pas dire que l'institution européenne a été absente de ce sujet qui, pour moi, est un sujet important. Donc ça a été pour moi plutôt à mettre dans l'actif.
Dans le passif, un petit peu ce que, à mon avis, chacun d'entre nous peut dire sur l'Europe. Une forme d'Europe des contraintes, d'Europe des normes, d'Europe technocratique qui paraît un peu trop éloignée des réalités, ce qui n'est pas une vérité. Hélas, c'est l'image qui en ressort. Donc si d'aventure on pouvait faire en sorte que l'Europe soit mieux appréhendée, tout en ayant un œil vigilant sur ce qui peut s'y passer, ça serait déjà une chose d'assez utile, me semble-t-il, pour la France. David Mélanie pour la République en... la République en marche. La République en marche et puis les alliés aussi de la liste MoDem. Renaissance, le MoDem, Agir et les radicaux. C'est difficile de répondre une action précise. D'ailleurs, tout le monde ne l'a pas précisément fait en ce sens. Moi, ce qui me vient le premier à l'esprit, c'est l'euro. L'euro, c'est un symbole fort. C'était il y a 20 ans. C'est une monnaie qui nous a permis d'asseoir notre force sur l'échelle internationale, d'asseoir aussi une forme de stabilité, d'asseoir une forme d'indépendance aussi par rapport aux Allemands. Il faut se souvenir du lien de dépendance qui était le nôtre par rapport au Deutschmark. Et c'est ce qui me vient encore une fois le premier à l'esprit. J'observe d'ailleurs que Marine Le Pen, qui préconisait la sortie de l'euro dans le débat de l'entre-deux tours pendant l'élection présidentielle, même Marine Le Pen est revenu sur cette folle idée parce que l'euro est une évidence. Mais j'aurais pu évoquer aussi le marché unique, j'aurais pu évoquer, ça n'a pas été dit, mais la liberté de circulation des citoyens, l'abolition des frontières avec les accords de Schengen. Ce sont là des choses qui nous paraissent évidentes aujourd'hui quand on va à l'étranger, qu'on traverse le Rhin pour aller en Allemagne. Mais c'est une réalité là aussi assez récente et c'est un acquis absolument considérable. Il y a quand même aussi un point qui... Il y a toujours des points qui évidemment, peuvent paraître insatisfaisants. Je dirais que par rapport aux défis qui sont ceux du siècle actuel, c'est sans doute sur les questions environnementales que l'Europe doit avancer le plus. Je pense en particulier que l'ambition qui doit être la nôtre aujourd'hui pour l'Europe, c'est de faire de ce continent un leader mondial de la transition écologique et de la protection environnementale. Nous avançons des propositions fortes en la matière. On y reviendra. J'espère qu'on y reviendra parce que l'enjeu climatique et l'enjeu environnemental est essentiel. Ok. Eh bien, écoutez, Sébastien Habert pour le Rassemblement national. Alors, si vous voulez, aucune mesure prise par l'Union européenne actuelle ne m'a réellement fait croire en cette Union européenne, si ce n'est peut-être le point positif Erasmus, qui permet à des étudiants français d'aller étudier dans d'autres pays européens, comme ça, étudier d'autres langues, de voir d'autres cultures. C'est le point positif, bien que Erasmus soit aujourd'hui dénaturé par Erasmus+, vous savez, où on prend en compte maintenant la formation des migrants. Bon, je trouve que c'est un moyen aussi de détournement. Mais de manière générale, je crois que l'Union européenne a affaibli nos nations en transférant nos souverainetés importantes, souveraineté territoriale, souveraineté économique, souveraineté législative. Et ça, c'est le gros point négatif, finalement, d'avoir transféré à des non-élus qui sont dans une technostructure à Bruxelles, le moyen pour la France d'agir, d'avoir du pouvoir. Et c'est ça aujourd'hui qu'on reproche à l'Union européenne. D'accord. Comme là, nous sommes dans le cadre d'une élection du Parlement, donc c'est justement un Parlement qui s'est renforcé quand même toutes ces dernières années parmi les institutions européennes. Alors la politique migratoire, c'est vrai que c'est un des sujets de discussion de ces élections. Quelle politique doit adopter l'Europe en la matière? Fabrice Pizias, interrogé sur ce thème, Manon Aubry, qui est la tête de liste pour la France Insoumise, a rappelé que migrer est une souffrance. Alors, que mettre en place? Alors nous savons que c'est dans l'air du temps d'entendre des choses comme ces gens nous envahissent, qu'ils restent chez eux, on l'entend à l'extrême droite, à la droite, maintenant à la droite, oui, même chez les marcheurs. Eh bien nous assumons d'être à contre-courant. Tout d'abord, il faut garantir dignement l'accueil des migrants en Europe. Se partager un bateau de 150 personnes entre 8 nationalités, entre 8 pays, je trouve ça totalement démago. Payer des chambres d'hôtel coûte une fortune aux contribuables. Il suffit simplement de réhabiliter des bâtiments vides et les aménager, ce qui coûterait beaucoup moins cher aux contribuables. Au lieu de jeter l'argent par les fenêtres en installant par exemple des caméras de vidéosurveillance qui ne servent à rien dans nos petites villes. Il y a 2 jours, il y a une maman qui a un enfant de 10 mois qui a été arrêtée par la police, qui a été envoyée donc à Metz dans un centre de
rétention pour être expulsés. Il y a également, donc, je trouve ça au mépris des lois, d'ailleurs, au mépris des institutions judiciaires. Et ça, je trouve ça assez triste dans notre pays à cette époque. Ensuite, il y a aussi des familles de 4 à 5 personnes, de 4-5 personnes qui sont là depuis 3, 4, 5, voire 6 ans, qui ont, qui sont intégrés, qui parlent français. Les enfants ont des camarades à l'école et on les expulse. Là, maintenant, c'était pas il y a 6 mois. Ça veut dire que vous êtes pour un accueil le plus large possible? C'est pas forcément le plus large possible. C'est accueillir les gens déjà dignement. Ça, c'est la première chose. Enfin, c'est notre devoir d'être humain. Les gens fuient pas par plaisir, comme le disait Manon Aubry. Ils ne fuient pas par plaisir. Ils fuient leur pays à cause du régime politique, qui bien souvent nous soutenons. Ils fuient la misère à cause des guerres, que bien souvent nous menons. L'immigration climatique également, qui n'est qu'à ses débuts. Nous devons engager une politique européenne volontariste pour lutter contre le réchauffement climatique. D'accord. Alors, Stéphane Viry, excusez-moi, je n'ai pas terminé. Pour nous, il faut donc organiser une conférence internationale des migrations sous l'égide de l'ONU, ce qui serait l'instance de référence. Sortir de l'impasse de Schengen, et de Frontex. Mettre fin aux règlements de Dublin, qui sont totalement absurdes. Mettre fin aux accords du Touquet avec le Royaume-Uni, Sarkozy encore, qui est responsable de la situation de Calais. Garantir le droit d'asile des personnes LGBT. Il faut savoir que dans certains pays, comme la Hongrie, ces personnes sont plutôt maltraitées. Également, enfin, de défendre l'abolition du délit de solidarité au niveau européen. Voilà. Okay. Stéphane Viry, le candidat Les Républicains, François-Xavier Bellamy, propose une politique d'accueil stricte en précisant « Nous voulons bien accueillir, mais nous ne voulons pas subir des flux migratoires ». Concrètement, cela se passe comment ? Écoutez, je crois que là, sur ce sujet-là, la proposition de notre projet est assez costaud et assez solide. On n'a pas attendu la veille de ces échéances pour sortir un programme, puisque c'est prêt depuis plusieurs mois nous concernant. Le constat, il est simple. C'est que le XXIe siècle va être celui des flux migratoires. Parce que l'évolution de la démographie mondiale, le réchauffement climatique et un certain nombre de phénomènes vont impliquer que des hommes et des femmes vont chercher à bouger de continent. Fort de ça, quelle pratique acceptons-nous par rapport à notre construction, par rapport à notre civilisation, pour accueillir tel et tel homme et femme qui souhaitent venir sur notre sol? Il faut avoir une politique claire et ferme. François-Xavier Bellamy et notre liste proposons effectivement d'instaurer une double frontière, une frontière à l'échelle de l'Union européenne avec un certain nombre de mesures permettant de vérifier avant que des hommes et des femmes pénètrent sur le sol européen si oui ou non ils sont, recevables eu égard aux valeurs et aux conditions qui sont les nôtres, et une autre frontière telle que ça a pu être négocié dans le cadre d'une adaptation des accords de Schengen à l'échelle nationale. La proposition, elle me paraît cohérente par rapport à ce qui va se passer. J'observe simplement deux choses. C'est que sur ce sujet-là, la République En Marche est venue sur nos positions. Parce qu'il y a encore un mois, on ne parlait absolument pas de frontières à En Marche. Et désormais, les éléments de langage de la semaine passée étaient effectivement de parler énormément de frontières. J'observe par ailleurs que sur les sujets que j'évoquais précédemment, si on regarde les 5 années passées au Parlement européen, le Rassemblement national, qui était le contingent le plus puissant d'élus français, puisque la principale délégation était composée par des députés Rassemblement national, ont systématiquement voté contre toutes ces mesures que j'évoquais tout à l'heure, qui pour moi allaient dans le sens d'une première réponse de l'Europe à la question des flux migratoires. Donc l'idée pour nous, c'est de continuer à maîtriser notre destin en regardant effectivement à ce que les flux migratoires soient jugulés, pas fermés, jugulés selon une capacité du pays et de l'Europe à assumer l'accueil digne de ces personnes. Alors David Méloni, vous allez pouvoir répondre, puisque Nathalie Loiseau a déclaré « Nous voulons une politique migratoire qui protège nos frontières et nos valeurs ». Alors, comment on protège nos frontières avec l'espace Schengen? C'est ce que je faisais remarquer à Stéphane Viry. Cette idée d'une double frontière est totalement absurde. Qu'en période d'extrême crise, nous l'avons connu en 2015, où il y a eu une très forte tension migratoire, nous avons de manière temporaire rétabli des contrôles à nos frontières, notamment entre la France et l'Italie et la France et l'Allemagne. Mais il est évident que ça ne peut pas être une solution sur le long terme. Ce qu'il faut, c'est préserver cet acquis des accords de Schengen qui permet à tous les Européens de circuler librement
en Europe. Mais ce qu'il faut aussi, c'est prendre conscience que cette question migratoire n'est pas une question que nous pouvons traiter État par État, dans nos petites frontières nationales. Il est évident que face à un problème, parce que le problème migratoire, Monsieur Viry, est un problème mondial et que la solution pour l'Europe ne peut être que continentale. Il nous faut donc renforcer les frontières de l'Europe. Nathalie Loiseau a tout à fait raison. Cela fait partie de nos propositions avec la création de 10 000 postes de garde-frontières au niveau de Frontex pour avoir de vraies frontières à l'intérieur de l'Union européenne. Ça n'est pas, c'est bien pour ça. Mais oui. Mais pour l'instant, ce n'est pas nous qui sommes aux responsabilités, c'est le PPE, c'est le parti de M. Viry. Ce que nous proposons, nous, précisément, c'est d'augmenter... Ne commencez pas sur ce sujet. On ne peut pas nous mettre en ce n'est pas cause une vérité aujourd'hui sur ces questions. Je pensais réellement que dans ce débat, vous penseriez davantage à proposer les choses que la République en marche met en place, plutôt que d'attaquer les uns les autres. Vous dire, franchement, écoutez, c'est Monsieur surprenant. Meloni. Je viens d'avancer une proposition, écoutez-moi. Non, vous commencez à dénigrer et à stigmatiser les autres sur ce plateau. Absolument pas. Franchement. Je disais que la réponse, Monsieur Viry, ça n'est pas de rétablir les frontières de la France avec ses partenaires allemands, italiens ou espagnols, c'est d'avoir de vraies frontières à l'échelle européenne, de nous donner les conditions de faire que ces frontières soient sûres, avec la création, c'est une mesure concrète, Monsieur Viry, de 10 000 postes de garde-frontières, mais c'est aussi, et j'insiste aussi sur ce point, de faire en sorte que l'accueil des réfugiés soit amélioré, que les collectivités locales, les communes, les départements comme ici dans les Vosges, qui investissent pour la formation, pour l'accueil des migrants, soient soutenus par l'Union européenne. Et cela aussi fait partie de notre projet. Et puis enfin, personne n'en a parlé, mais la réalité, c'est qu'il faut, peut-être M. Pizias tout à l'heure, il faut aussi faire en sorte d'accompagner le développement des pays, et en particulier des pays d'Afrique. Nous proposons un pacte pour l'Afrique. J'ai moi-même travaillé pendant plusieurs années à Rabat, au Maroc, et je mesure parfaitement ce que l'Europe peut apporter sur place pour offrir des solutions et offrir un espoir à la jeunesse africaine. Cela aussi fait partie, sortez des poncifs et du marketing politique. Et des ça n'est pas du marketing politique. On est tous d'accord sur l'idée qu'effectivement il faut aider l'Afrique. À part remettre la frontière entre la France et l'Allemagne. Apporter des solutions concrètes. Mais regardez notre programme, nous il est sur la table. Je l'ai regardé le programme. Alors si vous le permettez, vous reprenez les fake news du Front National. Vous reprenez les fake news. Vous voulez dénoncer le pacte de Marrakech. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je ne me plierai pas à la tonalité du débat que vous voulez mener. Je ne me plierai pas à cet esprit polémiste que vous voulez entretenir sur ce plateau. On va poursuivre. Sébastien Habert, Jordan Bardella propose, lui, de couper le robinet de l'immigration. Alors évidemment, avec ce qu'on a entendu, cela se passe comment ? Écoutez, vous savez qu'aujourd'hui, 17% des Européens vivent sous le seuil de pauvreté dans leur pays. Donc aujourd'hui, il y a des priorités à définir. Nous préférons les nôtres avant les autres. Ça paraît logique. Comment ça se passe ? Effectivement, en rétablissant les frontières nationales. Parce qu'aujourd'hui, on nous parle de frontières à l'échelle européenne, ça ne peut pas fonctionner. C'est impossible. Vous avez Frontex qui... c'est pas ce qu'il a dit. Frontex est aujourd'hui une agence d'accueil des migrants. Frontex coordonne les ONG qui vont chercher, parfois jusque sur le large de la Libye, les bateaux de migrants pour les ramener en Europe. Je pense qu'il faut les raccompagner vers leur pays d'origine. On a vu ce que ça a donné avec Matteo Salvini en Italie. C'est 95% de débarquements en moins et 50% de morts en moins en Méditerranée. Donc on peut s'en féliciter de cette politique dissuasive. Heureusement qu'il y a les ONG. Non, absolument pas, parce qu'elles sont complices des passeurs. Beaucoup d'entre elles sont complices des passeurs. Et on l'a vu avec SOS Méditerranée. Un marcheur qui a dit ça. C'est totalement faux. Effectivement, ils sont complices de ces trafics d'êtres humains. Et donc, on peut y mettre fin. L'Italie nous a montré que c'était possible, alors qu'auparavant, si ça ne passe pas par l'Italie, ça peut passer par d'autres pays. Mais c'est pour ça qu'il faut une coordination. C'est ce qu'on propose, nous, dans l'Alliance des nations européennes, qu'on souhaite mettre en place. Et pour revenir sur ce que disait Stéphane Viry tout à l'heure, sur les positions du RN au Parlement européen, moi, ce que je vois, c'est que c'est les Républicains qui ont un discours différent au niveau national de leur vote à Strasbourg ou à Bruxelles. Lorsque le Rassemblement national propose un amendement visant à interdire le financement du regroupement familial, vous votez contre. Lorsque il est proposé de relocaliser les migrants dans les zones rurales, vous votez pour.
Donc il faudrait aussi une adéquation entre ce que vous dites dans les meetings, notamment de Laurent Wauquiez au niveau national, et vos votes au Parlement européen. Je confesse que nous avons effectivement des divergences de vues, n'en déplaise à certains. Et vous savez, le choix d'un vote est toujours compliqué parce que la vie politique, elle n'est pas faite de dogmes. Moi, je le vois chaque semaine à l'Assemblée nationale, d'émettre un avis, que ce soit sur une loi ou sur un amendement, tout n'est pas forcément à jeter. Et il faut savoir parfois effectivement prendre de la perspective, de la philosophie. Et là encore, hélas, vous tombez dans une forme de caricature politique qui consiste effectivement à prendre ici et là de briques et de brocs et à tenter d'en faire un argument politique. C'est pas ça. Ce qui compte, c'est le sens que nous voulons avoir sur ces questions importantes des flux migratoires, de la politique d'immigration et de la façon dont l'Europe, pour la France et les Français, va apporter réponse, bien au-delà d'un amendement ou d'un point de détail ici et là. On va laisser parler la parole à Gilles Bidot, du côté d'Europe Écologie Les Verts. Yannick Jadot plaide pour la mise en place d'un statut européen pour les réfugiés climatiques. Ça se passe comment et pour les autres réfugiés? Alors oui, d'abord, en reposant un peu les bases, on est en Europe, dans un continent où on est riche, où on a des moyens et où on peut effectivement accueillir ceux qui sont en difficulté. Nous avons, de par le monde et même au sein de l'Europe, des populations pour qui c'est où tu crèves chez toi, ou tu essayes d'aller vivre ailleurs. On est sur ce schéma-là. Et ça nous donne deux choix sur la politique migratoire, ou le choix de la haine, ou le choix de la solidarité. Et effectivement, Yannick Jadot et Europe Écologie, on a choisi la solidarité avec tous les migrants, quels qu'ils soient migrants climatiques, migrants économiques, migrants occasionnels pour quelle que soit la situation. Voilà des gens qui ne peuvent plus vivre chez eux, qui viennent tenter de vivre ou de survivre chez nous. Notre dogme là-dessus est très clair. Nous voulons l'accueil, nous voulons la solidarité, nous voulons une politique humanitaire. Sur ce point, il y a deux façons de procéder. Ou on ouvre les portes et on dit on va essayer de faire ce qu'on peut, ou on ferme les portes. Je crois qu'on On peut aussi prendre une position intermédiaire quand même, qui est... Non mais C'est juste. Quand on dit ouvrir les portes, c'est pas les ouvrir en grand en disant venez tous, c'est laisser ouverte la porte. Parce que Monsieur Imbert, c'est ça? Oui. Monsieur Imbert nous a parlé des noyés en Méditerranée, mais ce véritable drame, il est dû à la fermeture. Quand on a dit à l'Aquarius, plus de drapeaux, plus de possibilité de naviguer et de récupérer des gens, ça a fait des centaines de morts en plus en Méditerranée. Et les morts, même s'il y en a 50% de moins, on les compte encore par centaines. Et ça, pour nous, c'est inadmissible. C'est inadmissible que des jeunes se retrouvent gelés en passant les Pyrénées ou les Alpes. C'est inadmissible que des Européens migrants qui vivent dans les Vosges, dont les enfants sont scolarités, Fabrice Pizias en a parlé, des Kosovars, soient renvoyés chez eux par, je suis désolé, les représentants du gouvernement Macron. Tout à fait. Donc, oui, enfin, il faut faire la part des choses. Il y a aussi Non, ce qui se passe une actuellement. immigration illégale qu'il faut. Il y a une réalité. Vous savez, c'est le en même temps, macronien. Oui. Il faut à la fois faire preuve de fermeté et aussi à savoir accueillir dignement, effectivement, les migrants et apporter le soutien aux collectivités qui investissent en cette matière. Votre en même temps, la réalité, je suis désolé, il n'est pas équilibré. Ça s'appelle le sens des responsabilités. C'est qu'on ne peut pas non plus accepter d'ouvrir nos frontières illégalement en France. 96% des déboutés du droit d'asile se mais bien maintiennent sûr, illégalement en s'ils France. retournent chez eux, Il faut ils les meurent. expulser, c'est Encore la Ne parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Ça dépend les pays. Il y a des pays où la situation économique et politique est devenue stable. Donc, on peut imaginer un retour... Mais on peut imaginer un retour, et je pense que les 3/4 des migrants qui ont fui leur pays seraient heureux de retourner vivre chez eux, dans leur pays, dans des conditions apaisées, avec à manger dans l'assiette. Parce que c'est ça le problème, hein. Un toit pour vivre et à manger dans son assiette. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais vous avez des forces politiques
qui veulent fermer l'Europe, qui veulent la verrouiller. Nous, on fait partie de ceux qui disent soyons accueillants, soyons bienveillants. On va avoir du mal à vous mettre tous d'accord sur ce point. On va passer au niveau économique, si vous voulez. Hein. Je veux dire qu'est-ce qu'on doit attendre là aussi de l'Europe et comment concilier les politiques économiques des différents États membres et celle de l'Union, hein, qui est présentée souvent comme un peu contraignante. Stéphane Viry, est-ce que nous avons encore besoin de l'Europe au niveau économique ? Bien sûr. Face à la guerre commerciale décrétée par l'Asie, face à l'impérialisme nouveau américain, l'Europe constitue une solution majeure. Un marché de 500 millions d'habitants, de consommateurs qui pèsent dans le monde, c'est quelque chose à valoriser, alors à mieux organiser. Parce que là encore, le postulat de la libre concurrence a fait des dégâts internes à l'Europe. Je présume que nous y reviendrons. Mais l'idée d'avoir une puissance économique, que l'Europe soit pour nous un moyen de créer de la valeur, c'est quelque chose d'essentiel. Force est de constater que l'Europe, elle était construite sur le dogme d'un libre-échange absolu. Oui à la libre circulation des biens et des services. Probablement faut-il ne pas traduire cela par une libre concurrence à tout goût. Parce qu'effectivement, ça fait de la concurrence infra-européenne. La Pologne par rapport à la France, on l'a vu par rapport à Visquez. Là, manifestement, il faut que nous fassions un progrès. Il faut plus d'harmonisation il faudra, au niveau effectivement, social. mais ça, c'est des mesures très techniques. On aura probablement, j'espère, l'occasion d'y revenir. Je ne suis pas, par exemple, pour une Europe du SMIC européen. Pour moi, c'est une aberration, c'est une illusion. Je suis davantage pour qu'en termes de travailleurs détachés, on aille beaucoup plus loin. Parce que ce qui a été fait, là encore, c'est de la poudre aux yeux. D'ailleurs, parlez-en aux artisans vosgiens et vous verrez avec quelle virulence ils vous répondent concrètement que ceci étant, ce n'a été qu'un effet d'annonce. Moi, je suis par rapport aux travailleurs détachés, pour reprendre cet exemple, que celui qui fait travailler des salariés en France paye les cotisations sociales au niveau français. Premier exemple. Deuxième exemple, s'agissant de la concurrence intra-européenne. Je sais qu'actuellement, il y a en discussion une directive qui éviterait des opérations Visquez. Il y a eu un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne en octobre 2017 qui a été réellement une provocation, qui a effectivement interdit à un État membre de prendre une mesure évitant une délocalisation interne. Certains, au niveau de l'Europe, et c'est en ça que l'Europe est lucide, ont pris le dossier à bras-le-corps et travaillent actuellement sur une directive interdisant cela. Il va de soi que nous, les Républicains, nous voterons et nous soutiendrons cette directive qui viendrait effectivement protéger ces déménagements sauvages, mais qui permettrait, ce faisant, à ne pas tuer cette idée forte qui est l'Europe économique. On en a impérativement besoin par rapport à la mondialisation, par rapport aux échanges économiques. David Meloni. Je n'ai pas tout compris, mais en tout cas, pour répondre à votre question sur le défi économique, je crois qu'il y en a deux. D'abord, il faut que l'Europe se fasse respecter dans la mondialisation. Ça veut dire un certain nombre de mesures concrètes que nous proposons, la taxation des GAFA, ces géants du numérique, que nous avons déjà mis en place à l'échelle française, sans attendre, mais qu'il faut généraliser à l'échelle européenne, une taxe carbone à nos frontières, pour nous protéger aussi de l'importation de produits qui ne respecteraient pas les exigences en matière environnementale que nous souhaitons porter pour l'Europe, une directive sur l'éthique des entreprises pour faire en sorte que les entreprises qui, en dehors de l'Europe, ne respectent pas un certain nombre de fondamentaux en matière environnementale ou en matière sociale ne puissent plus avoir accès au marché intérieur. Mais il nous faut aussi bâtir une Europe de la justice sociale et fiscale. Sur la justice fiscale en particulier, il faut une harmonisation d'un certain nombre d'impôts, en particulier de l'impôt sur les sociétés. Cela exige le passage du vote à l'unanimité à un vote à la majorité qualifiée sur ces questions, et nous voulons porter cette réforme des traités européens. C'est dans le projet Renaissance, mais cela aussi passe par un SMIC européen. J'entendais M. Viry, il y a quelques instants, mettre en cause cette proposition. Non, mais je ne suis pas tout seul mais parce que vous ne l'avez pas compris. Que En Marche ait décidé de taper les Républicains parce que Laissez-moi vous répondre. Nous avons une forme de dynamique électorale, j'entends bien. Mais je ne suis pas tout seul sur ce plateau, M. Meloni. Vous pouvez vous adresser également aux autres membres de partis politiques qui ont également des projets pour l'Europe. Ah oui, tout à fait. Je n'en doute pas. Il se trouve que c'est vous qui avez mis en cause cette proposition. Je pense que vous ne l'avez pas comprise. Il ne
ne s'agit pas d'un SMIC européen unique dont le montant serait identique dans tous les États. Ah si, j'avais bien compris. Eh bien, Non, vous mais- avez mal compris. C'est bien pour ça que je me Parce permets qu'elle est d'insister. ambiguë. Et Elle qu'elle n'est est non absolument fondée. pas ambiguë. C'est écrit noir sur blanc dans tous nos C'est pas parce documents. que c'est écrit que c'est pas C'est ambigu. pas parce que c'est écrit que ce n'est pas ambigu. Ah, bien sûr que oui. Je vous réponds, monsieur C'est du Viry. macronisme, ni même, Je vais vous ni expliquer pour, quelque ni chose. contre, Est-ce ni qu'on peut- avant. le problème, c'est qu'il faudrait que vous me laissiez parler, d'abord, et que vous compreniez que ce SMIC européen, il vise à faire en sorte que le niveau de rémunération monte progressivement, en particulier dans les pays d'Europe de l'Est, et de faire en sorte ainsi que les droits des travailleurs soient améliorés, mais qu'aussi il y ait davantage de respect de chaque État et, j'allais dire, moins de dumping fiscal et de dumping social. Le SMIC européen, c'est cela, ce n'est pas un SMIC unique, c'est la volonté d'instaurer ce dispositif à hauteur de l'économie de chacun des États européens, dans chacun d'entre eux. Et cela va dans le sens ça aussi marche de la pas. directive. Ça ne marche pas. Écoutez, Une harmonisation laissez les par le Français décider. Et si les Français nous soutiennent, nous irons vers cette direction. Et je crois que les Français comprennent parfaitement l'intérêt d'une telle mesure. Même chose sur le travail détaché. Sur la directive travail détaché, nous avons déjà fait, grâce à Muriel Pénicaud et au gouvernement, fait avancer les choses puisqu'elle a été révisée au début de cette année pour faire en sorte que désormais, à travail égal, il y ait salaire égal. Mais vous avez raison. Il faut aussi intégrer les cotisations sociales dans l'assiette, c'est-à-dire que finalement, à travail égal, le coût du travail soit égal. Eh bien voilà, Monsieur Viry, ça devrait vous rassurer, un point sur lequel nous sommes finalement d'accord. Sébastien Imbert. Alors, C'est le localisme qui est mis en avant dans le programme Alors, du effectivement, Rassemblement national. C'est pour ça aussi qu'on propose, nous, de notre côté, la responsabilité nationale de l'entreprise. Comme il existe actuellement ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale de l'entreprise sur les questions sociales et environnementales, nous on souhaite aller plus loin, notamment en y intégrant des pratiques comme le refus des délocalisations, comme la main-d'œuvre nationale. Quand il n'y a plus cette compétence en national, est-ce qu'on peut comprendre qu'on fasse appel aussi, par exemple, aux plombiers polonais ou Cette compétence existe en France. pas plomberie. en nombre suffisant, visiblement, ou dans la soudure. Pourquoi ? Parce Par exemple, il y a des on formations. a pesé à la baisse sur les salaires avec cette concurrence déloyale qui nous est menée par les travailleurs détachés. Il faut aussi prendre en compte cette partie-là. Ce que je disais, donc, dans le cadre du RNE, on a aussi cette partie localisme, c'est-à-dire travailler avec des entreprises locales. Et nous, ce RNE, on veut l'intégrer dans les appels d'offres et les marchés publics. Voilà, ça, c'est une solution. La deuxième solution pour pouvoir réindustrialiser notre pays, c'est le protectionnisme intelligent à nos frontières. Et ça fonctionne. On l'a vu aux États-Unis avec Donald Trump. Le chômage est au plus bas depuis... ça faisait 50 ans qu'il n'avait pas atteint ce niveau. Le marché des États-Unis est un peu plus important que que le marché français. Peut-être, mais il a empêché des délocalisations fortes. Souvenez-vous, quand je crois que c'est Ford avait voulu délocaliser, il a réussi simplement... par des annonces à les faire stopper. Donc on voit bien que ça fonctionne, ce protectionnisme. J'avais entendu dire de la part de M. Macron dans ses annonces qu'il avait fait aux Européens qu'il souhaitait faire un protectionnisme à l'échelle européenne. Mais ça ne peut pas fonctionner parce qu'on a une concurrence déloyale à l'intérieur de l'Union européenne, notamment avec les pays de l'Est. C'est exactement ce que je disais précédemment. Et c'est pour ça qu'il faut notamment créer un SMIC européen. Oui, mais on harmonisera vers le bas si on fait un SMIC européen. Non, un SMIC européen spécifique. C'est extraordinaire comme il y a une incapacité parfois à entendre les choses telles qu'elles sont dites. Expliquez-nous concrètement comment on fait. Cela veut dire qu'on prend en compte l'économie de chaque pays et que si par exemple un SMIC européen doit être établi en Pologne, il sera peut-être de 500 ou de 600 euros, peut-être même de 400 ou de 350. Je n'en sais rien. Il faut regarder dans chaque économie. Mais imposer que chaque pays mette en place un SMIC et que l'Europe fasse en sorte qu'il y ait un mouvement progressif d'augmentation pour que nos économies convergent. L'ambition de l'Europe, c'est de faire converger. Ces pays d'Europe de l'Est, nous les avons accueillis il y a maintenant près d'une quinzaine d'années. C'était pour eux une formidable promesse que de pouvoir sortir du giron de la Russie et de pouvoir rejoindre le monde libre, comme l'on dit. Mais en même temps, il nous faut tenir aussi cette promesse de faire en sorte que leurs économies progressent pour que nous ayons, vous avez raison de ce point de vue, un marché qui soit plus équilibré. Mais la réalité, c'est qu'il faut œuvrer en ce sens et ne pas tomber dans les incantations. Il faut être dans la réalité concrète. Et c'est ce que nous essayons de faire. On va laisser M. Imbert aussi présenter la suite de votre programme, puisqu'il y a une interruption. Donc, que vous puissiez... Sur le plan économique, effectivement, on souhaite mettre fin également au traité de libre-échange
parce que c'est vrai qu'on n'en a pas encore parlé, mais on risque d'avoir de gros soucis au niveau de l'agriculture. Notamment, on parlait du TAFTA, puisque c'est dans vos annonces récentes que vous dites qu'un certain nombre de traités de libre-échange ne se feraient pas. Je vois que le TAFTA était en train d'être négocié en conseil des ministres récemment. Absolument pas. A priori, absolument pas. Le président de la République a même dit que les accords avec notamment les États-Unis et avec tous les États qui ne respecteraient pas les accords de Paris sur le climat seraient interrompus. Et donc s'agissant des États-Unis, a priori, ça revient. Non, oui, mais de toute manière, ce sont ce qu'on appelle dans le jargon européen des accords mixtes, c'est-à-dire des accords qui passent par une négociation européenne, mais qui exigent au final aussi une ratification par les États, comme cela a été le cas pour l'accord avec le Canada. Et donc si la France s'y oppose, la France s'y opposera. Et le président Macron a été très clair sur France ce n'a pas la majorité au Parlement, et la France n'a pas la majorité partout, mixtes, donc ça veut dire qu'il y a aussi cette place à retrouver. À l'intérieur de l'Europe de négociation. Ce que je disais dans ces traités de libre-échange, c'est que c'est notre agriculture qui va se retrouver concurrencée et qui va devoir subir de la concurrence de pays qui n'ont pas les mêmes normes sanitaires aussi. C'est faux. Non, c'est pas faux. Si, mais pour le moment, c'est en discussion, donc ça veut dire qu'il faut Il y en gagner. a d'autres, il y a le Mercosur. Est-ce que vous savez que l'agriculture française est exportatrice nette de 6 on va milliards d'euros? Oui, d'accord. Oui, si on pouvait laisser on va avancer, si vous voulez. Gilles Billot, du côté d'Europe Écologie Les Verts, c'est une réorientation de l'économie qui est proposée vers la post-croissance. Oui, la post-croissance, alors c'est un terme qui n'est pas très répandu, qui pourrait faire peur, mais pourquoi ? Avant, on avait choisi un petit peu de soutenir le terme de décroissance pour dire qu'il faut arrêter de vouloir plus. Un jour, il faudra peut-être se contenter de moins. Ça faisait peur. Donc, effectivement, une autre façon de l'expliquer aux gens, c'est de parler de post-croissance. Pourquoi ? Aujourd'hui, on est début mai, le jour du dépassement est passé. On a consommé déjà plus que ce qu'on devait consommer sur toute l'année. La croissance, c'est un mythe qui devrait totalement disparaître. Ça veut dire que les ressources ne sont pas éternelles. Les ressources sont pas éternelles, donc on ne peut pas toujours vouloir plus, alors qu'on a déjà tout mangé. Donc ce système nous amène à repenser un peu l'économie sous un domaine totalement différent. Totalement différent, c'est-à-dire qu'il faut se passer de tous ces transports de marchandises, d'un bout à l'autre de la planète, voire d'un bout à l'autre de l'Europe, voire d'un bout à l'autre du pays, pour rien. Quand un yaourt arrive dans votre assiette, alors que le lait a fait 27 000 km, peut-être que le lait vient d'une ferme à 3 km de chez vous, mais dans les circuits industriels et agroalimentaires... Comment l'Europe peut agir justement sur cette économie locale ? Eh bien, cette économie locale, le dogme des écolos depuis très longtemps, c'est penser global, agir localement. Et effectivement, si vous regardez localement, au niveau agricole, la mise en place des AMAP, la mise en place des circuits courts, la mise en place d'une agriculture paysanne et de proximité est quelque chose qui marche très bien, qui permet à nos habitants de manger des produits locaux qui n'ont pas traversé l'Europe dans tous les sens. Et l'agriculture, en ce sens, au niveau économique, c'est le cœur même de toute la politique européenne. Vous avez raison. La PAC, c'est le plus gros volume d'argent. Vous avez raison. La PAC, c'est l'avenir. Or, qu'est-ce qui se passe au sein de cette politique agricole commune? C'est que depuis très très longtemps, on fournit beaucoup d'argent à l'agriculture conventionnelle, à l'agroalimentaire conventionnel, à toutes ces grandes industries. C'est la finance qui commande, c'est les flux financiers qui sont à la barre. Nous, ce qu'on souhaite, c'est tout simplement une politique différente, avec, d'un côté agricole, une aide beaucoup plus importante à l'agriculture bio. Parce que même si aujourd'hui une part de la PAC est dédiée à la bio, une fois que ça arrive dans le pays en fait ce qu'il veut. Il y a des pays plus vertueux, l'Italie qui donne 20% de son enveloppe de la PAC à l'agriculture bio. Il y a des pays beaucoup moins vertueux, dont la France, où les agriculteurs bio se contentent de quelques miettes. Et après, il y a le domaine agroalimentaire. Et après, il y a la transition énergétique. Et effectivement, c'est économiquement un marché énorme que de vouloir consommer beaucoup moins d'énergie, produire de l'énergie localement avec l'éolien, avec l'hydraulique, avec le solaire, et arrêter de dépendre des énergies fossiles, arrêter de dépendre des camions, des bagnoles et des avions qui transportent tout et n'importe quoi d'un bout à l'autre de la planète. Une observation à l'agriculture, c'est essentiel. Avec l'évolution de la démographie mondiale, il faudra bien nourrir toute cette population. Il va de soi, effectivement, que la capacité des pays, et notamment de l'Europe, mais de la France,
à se donner une nouvelle frontière sur ce sujet me paraît essentiel. Et j'observe tout comme vous. Une troisième frontière, donc je plaisante. J'observe tout comme vous, mais ça, il faut être ambitieux pour nourrir la planète et pour nourrir effectivement Bien la sûr, population. assurément. Et le faire effectivement à partir des atouts et des normes qui sont les nôtres. Dans les Vosges, en moyenne, chaque exploitant agricole perçoit chaque année 34 000 € de PAC. Vous imaginez si la PAC venait à tomber, la situation de nos agriculteurs. Et vous savez que son La budget, PAC, c'est quelque chose actuellement, la d'essentiel. France se bat pour le maintenir à niveau et Ce qu'elle qui le est pas fait acquis contre un parce que commissaire le européen, gouvernement- ce qui est qu'elle pas le fait acquis parce contre que un le commissaire gouvernement- européen, M. Viry, qui est M. Hogan, et qui est membre de votre Mais, parti, mais, le attendez, PPE, alors, et qui veut mais baisser Monsieur le budget de Meloni, 20%. Vous ne souhaitez- pouvez pas vous sur les souhaitez plateaux pas de télévision qu'on avance, vous nous souhaitez expliquer pas- qu'il faut Mais, défendre la Monsieur PAC Meloni, et mais vouloir qui en a réduire le décidé- budget à l'échelle qui européenne. avait accepté une baisse Ne de vous la énervez PAC de pas. 5% Ne vous énervez pas, ce sont les faits. Face à de telles contre-vérités. Ce sont les faits. Ah non, non, je vous assure. Monsieur Je vous Meloni, assure. Monsieur Meloni, lors des conseils européens, Détendez-vous, le il y a pas président de- Macron, avec son gouvernement, avait accepté que la PAC française baisse de 5%. Baisse de 5%. Non, mais attendez. Ce qui est dramatique. Parce et que les fort membres de votre heureusement- formation politique voulaient la Mais baisser de vous 20. La réalité, vous semblez Mais- l'ignorer sur ce point, Là, honnêtement. Monsieur Meloni, Oui, oui. franchement, Il faut défendre la PAC, et je Franchement. pense que M. Billot a raison. Il faut faire en sorte Mais que qui a le supprimé modèle les de la crédits pour PAC l'agriculture soutienne bio les modèles propres. C'est absolument essentiel. Soutienne, elle le fait déjà aussi, les jeunes gouvernement agriculteurs. fait le contraire. Mais il y a Vous sur êtes ce pas- point mais- un défi Le majeur. Votre gouvernement gouvernement fait n'est le pas majeur. exemplaire. Là, je suis désolé, je suis un peu d'accord avec lui. Vous n'êtes pas Mais exemplaire. je ne crois pas Les qu'il s'agisse agriculteurs de bio dire le crèvent. contraire. Il Les s'agit ag- de regarder les chiffres européens Mais pas- et de regarder la réalité aujourd'hui Mais parlons de ce que l'agriculture fait le bio. PPE en Europe s'agissant de la PAC. parlons du C'est cela, la gouvernement réalité. français de l'agriculture Qui bio. défend la PAC et dont la France est le premier bénéficiaire en Europe, je vous le rappelle. Mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est C'est le l'agriculture sujet, là. biologique. Si. Le sujet, c'est l'agriculture biologique et les décisions du gouvernement d'Emmanuel Macron Non, mais de ça, c'est réduire les aides en Absolument pas, 2018. non. Il y a certains agriculteurs quand même qui se Absolument. plaignent quand même de la lenteur de certaines aides qui arrivent concernant Oui, le bio. enfin, Ça, c'est c'est pas nécessairement, vous c'est savez, l'actualité oui, quand même c'est quand qui même- nourrit. D'accord. On va C'est pas passer. tout à fait la même Ça chose. reste sur des C'est comptes pas qui tout à fait sont, la même chose. On va revenir à Fabrice Puzias, s'il était question justement de cette finance, hein, de ces flux financiers qui commandaient un peu. Alors c'est vrai que c'est un peu le leitmotiv de la liste France Insoumise, c'est mettre au pas la finance, c'est lutter contre l'évasion fiscale. Ça peut ramener de l'argent pour mettre en place des politiques européennes. Tout à fait. D'ailleurs, on a fait un meeting mardi soir où il y avait la salle était comble, et donc justement sur l'évasion fiscale. Si nous continuons ainsi avec ces politiques d'extrême capitalisme, d'ultralibéralisme, parce qu'on aime bien utiliser ces qualificatifs pour nous bien assez souvent dans les médias et autres, donc je dis bien l'extrême capitalisme et l'ultralibéralisme, nous allons droit dans le mur. Tout le monde s'en rend compte. Nous l'avons vu en France avec le mouvement social des Gilets jaunes. Le peuple, comme on peut le dire, est contre ces politiques. On le sait. Ces politiques sont menées depuis 30 ans. Ça ne fonctionne pas. Ça s'accélère depuis 2 ans avec M. Macron et la complicité des Le Pen européens. Salvini en Italie, Orban en Hongrie. Et une chose qu'il faut savoir, c'est quand même que Merkel et Juncker sont dans le même parti que Orban. Ça, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est dans le PPE quand même. Même parti européen. Même parti européen, pardon, oui. Voilà. Macron, pour nous, c'est le valet de l'Europe. Il coche les cases que l'Europe lui dicte. Les retraites, ça c'est fait. La case de la SNCF, ça c'est fait. Il y a tellement de choses comme ça. Les maternités, c'est quasiment fait, on va dire. Les services, bref. C'est quand même pas Les hôpitaux, l'Europe, les maternités. C'est l'Europe faut être qui sérieux. provoque ces oui, fermetures mais de bien sûr, maternités. mais oui, parce qu'ils veulent casser les services publics en France comme en Europe. Donc justement, on descend. Bien La sûr. règle des 3%, bien sûr. C'est ça qui explique la fermeture des Excusez-moi, maternités. excusez-moi, je voudrais arrêter votre débat entre les droites là laissez et terminer, la gauche est là Fabrice aussi. Et nous, on a l'intention de parler. Allez-y. Voilà, l'assurance chômage et la réforme des retraites, ça c'est la prochaine étape. Nous ne pouvons pas laisser faire ça sans réagir. Dans quel but? C'est quoi le but unique de tout ça? En fait, c'est simplement remplacer les services publics par les entreprises privées qui vont demander de la rentabilité. Il faudra payer donc les actionnaires au détriment des salariés. Et comme ça, il n'y aura plus de grève, il n'y aura plus de contestation. Macron, c'est le président des riches. Son rôle est de préserver les intérêts des plus fortunés, de casser les services publics. Il prend aux pauvres pour donner aux riches. C'est le Robin des Bois à l'envers, en fait.
Voilà. Donc nous avons des solutions à la France insoumise. Tout d'abord, il faut sortir des traités européens en appliquant le plan A, c'est-à-dire renégocier les traités pour permettre l'harmonisation sociale et fiscale. La mise en place d'un protectionnisme solidaire et écologique. Et si cela ne fonctionne pas, nous appliquerons le plan B, une arme indispensable pour le rapport de force. Nous appliquerons le plan B, oui. Et c'est quoi ce C'est plan quoi le B? plan B? Bah justement, je vais vous le dire. Parce que C'est important. Parce que sans la France, non, sans la France, oui, l'Europe n'existe pas. Nous représentons 18% du PIB. Donc c'est sortir de l'Europe, le plan B? Oui, c'est ça. Non. C'est le Frexit. Attendez, je vais vous le dire. Nous reconstruirons donc une nouvelle Europe, hors des traités et hors de l'austérité. Oui, donc c'est avec sortir tous de les l'Europe. pays qui partageront ces projets. Voilà notre proposition à la France Insoumise. Ça a le mérite d'être clair. Au moins, cela éclairera Alors les on électeurs. a parlé de l'Europe dans sa globalité. Maintenant, essayons de parler de l'Europe dans nos territoires. Et on souhaitait aussi avoir votre regard sur ce plus ou moins d'Europe dans les Vosges. Alors, écoutez, Sébastien Imbert, allez-y. Bah, écoutez, on voit que sur beaucoup de projets dans les Vosges, on appose le logo de l'Union européenne. Mais je tiens à rappeler que c'est notre argent. On a versé 18 milliards, on en a récupéré 13,6, ça fait 4,4 de pertes, ce qu'on appelle la contribution nette. Donc on ne peut pas dire l'Europe finance des projets dans votre territoire. Les Français financent leurs projets avec leur argent. Au final, on perd l'argent. C'est la même chose pour la PAC dont on parlait tout à l'heure. Si on avait une politique agricole française... Est-ce que c'est pas un peu simpliste de dire on récupère pas tout à fait ce qu'on donne? Parce que ça génère aussi d'autres... ça veut dire que cette politique européenne peut générer aussi C'est pas d'autres simpliste recettes. dans le sens où ces 4 milliards pourraient être investis dans nos territoires. Donc dans ce cas-là, Puisqu'on parle de développement dans nos territoires, développement économique. donc mieux vaut pas faire d'Europe si on n'y est pas bénéficiaire. On peut créer une alliance des nations européennes sans forcément avoir Quel est besoin- plus riche entre eux qui puissent travailler ensemble? Non, mais on Il y a peut parce s'entendre que- sur des projets en particulier. Là, c'est sûr, on est sur l'harmonisation. On propose à chaque fois la même chose pour les 28. On peut très bien avoir des accords bilatéraux entre pays sur des projets concrets, en créant par exemple des agences sur la sécurité informatique, sur l'intelligence artificielle, où des pays pourraient être volontaires pour se porter là-dessus. On a des possibilités de fonctionner comme ça. Aujourd'hui, on nous impose les choses aux 28 avec les disparités dont on parlait, sociales, économiques, culturelles, de différents pays. Donc vous voulez sortir de l'Union européenne? Non pas sortir de l'Union européenne, Attendez, c'est ce que vous êtes en train de créer dire. une Vous voulez alliance. garder l'euro finalement? je reviens Vous voulez quand même- garder l'euro, mais Créer sortir une de l'Union alliance. européenne. C'est compliqué quand je même reviens de quand vous même sur ma suivre. Une question. Europe des nations qu'on souhaite Je reviens quand même sur Oui, la bien question sûr. initiale qui était quelles Vous sont... voulez une Europe fédérale. Je reviens Absolument pas. Vous, non. Excusez-moi, allez toujours excusez-moi. vers plus de fédéralisme. Je reviens sur la question initiale qui était quels étaient les projets bénéfiques aux Vosges et concrètement et ceux sur lesquels Oui. vous les attendez pour les Vosges. Non, mais je veux dire, Moins un. on sait que dans les Vosges, les aides européennes touchent à peu près à tout. On a le FEADER, le FEDER, le FSIL qui interviennent. Donc, c'est des aides qui peuvent être attribuées aux communes. On a des écoles qui peuvent en bénéficier, des universités. Ça touche à tous les domaines. Mais encore une fois, c'est notre argent. Mais bon. Au final, toujours. hein. Ok. Gilles Bilot, si vous avez, vous... Je vais essayer de répondre à la question. Oui, j'ai un exemple. Bon, il se trouve que je suis forestier, que je travaille en forêt. Et je vais vous citer l'exemple d'un programme européen de préservation des espaces naturels et des espèces en difficulté. On parle en ce moment partout de milliers d'espèces qui disparaissent. Eh ben, je vais vous parler un tout petit peu du grand tétras. Le grand tétras, c'est une espèce en voie de disparition. Et c'est une espèce qui vit ses derniers jours, malheureusement, dans les Vosges. Aujourd'hui, on en compterait plus que quelques individus, quelques dizaines d'individus, alors qu'il n'y a pas longtemps, il y en avait 200. Il y a quelques dizaines d'années, il y en avait 500, 600, 800. Donc, et qu'est-ce qu'on a fait pour essayer de lutter, pour protéger cette espèce? Eh bien, on a utilisé et on a pu bénéficier de fonds européens via le Conseil régional de Lorraine et maintenant le Conseil régional Grand Est pour préserver des zones naturelles en forêt, en montagne, pour tenter d'offrir à cette espèce et pour survivre un espace suffisant. C'est un échec, on n'aura pas réussi, mais on a essayé et c'est grâce à des crédits européens que dans les Vosges,
on a pu réussir à mettre en place des périmètres de protection en Natura 2000, en zone de protection spéciale, pour essayer au moins de faire quelque chose. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus également ? Qu'est-ce que l'Europe pourrait faire de plus dans les Vosges pour protéger ces espaces ? Eh ben, pour protéger ces espaces, je dirais que l'Europe pourrait faire plus en ayant une véritable politique environnementale et forestière de protection. Aujourd'hui, malheureusement, nos espaces naturels, nos espaces boisés sont à la merci d'une industrie très très puissante, très très forte, qui réclame plus de bois de qualité industrielle avec des petits calibres et moins de biodiversité parce que les industriels ne veulent pas des vieux sapins avec des champignons, ils ne veulent pas de petites fleurs, ils ne veulent pas de petits oiseaux, ils veulent du matériau. Et aujourd'hui, si on peut continuer grâce à l'Europe à maintenir, voire à agrandir ces espaces naturels protégés, qui sont aussi des espaces où on produit du bois, mais d'une manière différente, pas aux mains de l'industrie. Eh bien, l'Europe pourra continuer à nous servir sur ce point précis-là. Et je ne vais pas vous donner d'autres exemples parce que je pense que c'est pas la peine. Il reste pas trop de temps, donc il faudra être... Fabrice Bizias. Oui, je vais aller vite pour ce sujet. Donc, je vais prendre l'exemple du glyphosate. M. Macron a décidé de céder au pouvoir de l'argent, des lobbies, Monsanto et Bayer. On a fait le contraire, mais bon. Et de prolonger 3 ans l'utilisation des pesticides. Le problème, c'est que durant le grand débat, il y a 2 mois, je crois, à peu près, il a dit qu'il n'y arriverait pas en 3 ans. Cela fait 20 ans qu'on connaît les dangers des pesticides. Les produits de remplacement écologique existent, on le sait. Vous voudriez une Europe plus contraignante. En tout cas, pour ça, oui, ça c'est sûr. Oui. Il s'agit de la santé des Français quand même, donc c'est plutôt important. Nous savons que ceux qui vivent à côté des épandages risquent d'avoir... peuvent avoir du cancer, des maladies respiratoires, des malformations à la naissance. Voilà, donc... Okay. Voici un exemple négatif des effets de l'Europe, du pouvoir de l'argent, des lobbies sur nos vies quotidiennes. Voilà. Stéphane, ouais, rapidement. S'il y a bien un sujet sur lequel il y a une méconnaissance de ce que peut apporter l'Europe et sur les dispositifs de soutien, c'est bien sur cela. Ça a été dit, dans les Vosges, on bénéficie de la PAC, mais on bénéficie d'autres dispositifs qui permettent de faire des investissements, notamment pour soutenir l'économie et l'emploi. On n'a pas le temps, mais ça, je souhaite que les Vosgiens s'en souviennent. C'est à l'échelle des Vosges, pour 2017, 22 millions d'euros et alors 248 projets. Alors qu'on n'a pas consommé tous les crédits, parce que la France se caractérise au niveau européen comme le pays membre de l'Union qui ne va pas mobiliser tout l'argent que l'Europe pourrait donner à la nation française. Il est là le sujet. Après, pour le reste, concrètement et quotidiennement, que ce soit des associations qui peuvent embaucher grâce au Fonds social européen, des communes qui peuvent investir grâce au FEDER ou des entreprises qui peuvent avoir du financement pour des projets d'innovation, ils savent où est l'Europe et je me réjouis effectivement que l'Europe aide nos territoires comme elle le fait. M. Miloni ? C'est une réalité concrète. On peut évoquer des projets concrets. Je remercie Vosges Matin d'avoir consacré une édition très fournie à ce sujet en cette journée du 9 mai. Les projets, ils sont sur le terrain agricole, par exemple. Plus de 2 millions d'euros pour des installations de méthanisation qui aujourd'hui font sur cette question des Vosges un territoire leader. Le soutien aux installations de l'INRA à Mirecourt. On pourrait aussi évoquer les collectivités territoriales. Vous savez, il n'y a pas besoin d'aller voir très loin pour constater que l'Europe agit dans notre quotidien. Je l'ai constaté en face de chez moi. J'habite à Épinal, rue Viviani. L'Office de l'Habitat a rénové 28 logements en bas de la rue Viviani et avec une isolation thermique pour répondre précisément aux exigences de la transition écologique. L'Europe a apporté 280 000 euros. Rien que sur ce projet précis. Et puis, il y a les entreprises. Les entreprises sont très fortement soutenues. Puisque vous nous demandez des exemples concrets, un dernier, une entreprise qui s'appelle Bébé Distrib. Elle est le 2e producteur français de couches pour bébés, des couches écologiques. Elle a reçu plus de 500 000 euros de subventions de la part de l'Europe pour l'installation d'une ligne de production. Elle est installée à Laval-sur-Vologne. C'est 40 emplois de créer et c'est aujourd'hui une entreprise qui exporte
qui exporte à travers une trentaine de pays dans le monde, et là encore, avec l'appui et le soutien de l'Union européenne. Alors, il y a 33 listes pour ce scrutin. Il va falloir se démarquer, il va falloir motiver les électeurs à se déplacer le 26 mai prochain. On peut rappeler qu'en 2014, il n'y avait eu que 42,4% de participation et qu'on nous annonce encore un peu moins pour ce prochain scrutin. Alors, quel message souhaitez-vous mettre en avant ? Quelle est votre vision de l'Europe pour les années à venir ? Le tout en 45 secondes, Gilles Billaud. En 45 secondes, on l'a dit aujourd'hui, tout le monde pense, tout le monde veut de l'écologie, tout le monde parle de transition énergétique, de plus d'écologie, de plus. Eh bien, on n'a qu'un seul message à dire. Si vous voulez qu'il y ait plus d'écologie en Europe et au Parlement européen, la seule solution, c'est d'élire des députés européens écologistes qui siégeront au sein du groupe écologiste, qui est un groupe fort, puissant, et qui sera encore plus fort demain grâce aux voix des Français, grâce aux voix des Européens, qui vont faire gonfler ce groupe pour qu'il ait plus de poids et qu'enfin l'écologie soit à sa juste place dans les décisions européennes. Fabrice Fusias. Nous sommes le seul mouvement politique écologique et citoyen, car l'un ne va pas sans l'autre. Nous voulons vivre dans une société qui respecte l'être humain, la planification écologique, qui veut respecter la sauvegarde de la planète, le bien-être animal et le respect de l'être humain. Nous voulons instaurer la planification écologique et graver dans la Constitution européenne la règle verte, qui consiste à ne pas prélever plus à la terre qu'elle ne peut en reconstituer. À l'instar de nos 17 députés nationaux, qui font un travail formidable, nos eurodéputés, pour qui vous voterez le 26 mai, j'espère, seront les porte-parole du peuple. Cette année, avec un seul eurodéputé, Yunus Omarjee, nous avons réussi à interdire la pêche électrique, qui massacre toutes les autres espèces sur son passage, les dauphins notamment, et aussi obtenir un programme de dépollution des océans. Nous serons les lanceurs d'alerte de l'Europe, les garde-fous, comme nous l'avons toujours été. Si vous voulez que cette politique soit mise en œuvre, faites-les dégager. Ce sera un référendum anti-Macron, Merkel, Juncker. Votez pour la liste de Manon Aubry, la voix de l'insoumission. Maintenant le peuple pour une révolution citoyenne en Europe. Stéphane Viry. L'Europe est une nécessité pour la France et je souhaite que les Vosgiens s'emparent de ce scrutin et n'en fassent pas un référendum pour ou contre le président Macron. Il s'agit d'exprimer l'Europe que nous voulons. Nous, dans notre famille politique, l'ADN, elle est en nous. L'ADN européenne, nous l'avons depuis toujours. Les pères fondateurs de l'Europe, le général de Gaulle, a été quelqu'un qui avait une vision très forte de l'Europe et nous sommes attachés à cette maison commune qu'est l'Europe. Néanmoins, nous sommes tout à fait lucides sur les dysfonctionnements de l'Europe, sur ce qui ne va pas. Et c'est la raison pour laquelle, avec notre projet, avec ces 75 mesures concrètes, avec notre liste portée par un trio de qualité, de gens compétents qui siégeront à Strasbourg, nous voulons réconcilier les Français avec l'Europe en refaisant l'Europe pour la sauver et pour permettre à ce qu'elle apporte des propositions concrètes à nos populations. David Meoni. Je voudrais dire que nous pouvons être fiers d'être européens. Depuis maintenant des décennies, l'Europe nous a garanti la paix après les conflits. Elle nous a garanti la démocratie après les dictatures, notamment au sud ou à l'est de l'Europe. Elle nous a garanti la stabilité et la prospérité. Mais la réalité, c'est que face aux défis qui sont ceux du XXIe siècle, l'Europe doit changer. L'Europe doit apporter des réponses nouvelles à des enjeux nouveaux. Ces enjeux, nous les avons évoqués ensemble sur ce plateau. L'enjeu de la mondialisation, l'enjeu économique, l'enjeu migratoire et sécuritaire, et puis évidemment l'enjeu climatique, celui de la transition écologique en particulier. Nous avançons des propositions fortes en la matière, la création d'une banque européenne du climat, la protection à nos frontières avec l'instauration d'une taxe carbone. Et puis, j'allais dire que plus globalement, face à tous ces enjeux, c'est plus que jamais nécessaire d'être européen. Et peut-être que nous n'avons jamais eu autant besoin d'Europe que depuis la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, paradoxalement, elle est menacée. Et certains veulent la détruire. Et ce que je veux dire aux Français, c'est qu'il faut toujours, encore faire confiance à l'Europe, une Europe qui se réinvente, une Europe de la Renaissance, et c'est le projet que nous leur proposons. Sébastien Imbert. Alors pour conclure, moi je vais vous parler de vote utile. Nous sommes aujourd'hui la seule liste capable de battre la liste conduite par La République En Marche, parce que si
la liste conduite par Nathalie Loiseau venait à arriver en tête, assurément, Emmanuel Macron poursuivrait sa politique d'injustice sociale, d'injustice fiscale, d'immigration massive, incontrôlée. Et puis, de manière générale, les réformes qui vont arriver vont être compliquées pour les Français à vivre si Emmanuel Macron se sent en position de force. Donc, le vote utile pour une alliance des nations européennes, une Europe des nations, des coopérations et des libertés en choisissant Jordan Bardella. Merci à tous les 5 d'avoir participé à cette émission. Merci Alexandre et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt.